Non mais je voulais dire par rapport à Ableton Live, pour toi Bitwig c'est un séquenceur de gauche ou de droite? Non mais c'est dépassé ça, et puis attends, les stands ça fait longtemps qu'elles sont stéréo. Enfin, la réunion de la gauche et de la droite, ça fait de la stéréo ou ça fait du mono? Eh bien, bonjour à tous pour ce nouvel épisode dont on refait le patch avec non pas Grégoire, mais Pierre-Antoine. Pierre-Antoine parce que Grégoire est malade, c'est pour ça qu'on a pris du retard dans nos petites émissions, donc on va tâcher de se rattraper. On lui souhaite un très prompt rétablissement. Voilà, tout à fait. Et enfin rien de grave, je vous rassure. Et parce que aussi on doit parler d'un soft dont Pierre-Antoine est le spécialiste chez nous, c'est Bitwig. Voilà. Bitwig dont la version 2 vient d'arriver, c'est ça Pierre-Antoine? C'est ça, elle est sortie là à la fin février en fait, le 29 février. Ouais. Le 29 février, oui, non, 28 février. Oui, année bissextile. Cette oui, année, bon, bref. Voilà, bref. Elle est sortie. Et alors Bitwig, on peut rappeler un peu, c'est un soft, on en a parlé la première fois en 2012, c'est des anciens, c'est ça C'est les anciens d'Ableton, qui ont fait un schisme. Ouais, il y a eu sécession. Voilà. J'imagine que ça a dû se fâcher tout rouge. Ça s'est fâché tout rouge. Alors, les deux compagnies, les deux entreprises parlent très peu finalement de ce truc-là. Ouais. Donc, voilà, je sais pas comment ils se sont arrangés entre eux, quelles ont été les modalités exactes de cette séparation. Ouais, on sent que les ex veulent pas se revoir, quoi. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais voilà, en même temps, il y a publiquement, en tout cas, pas trop d'animosité affichée vraiment entre eux non plus. Donc voilà. Ouais. Et alors, il faut dire que donc Bitwig, ça avait été, je crois, on en a parlé la première fois en 2012. Le soft n'est arrivé qu'en 2014 avec des promesses alléchantes à l'époque par rapport à Ableton Live, parce qu'il y avait plein de choses que les utilisateurs demandaient dans Ableton Live. Voilà. Qu'Ableton ne faisait pas, et donc les gars de Bitwig arrivent en promettant en fait que toutes ces choses manquantes seront dans leur soft. Voilà. On a attendu 2 ans et arrive Bitwig. C'était toi qui avais fait le test à l'époque. Ouais, c'était moi. Et donc ils avaient tenu une bonne partie de leurs promesses. Ouais. Notamment le multi-écran, l'intégration d'un système de modulateur qui manquait à Ableton, et qu'ils ont d'ailleurs énormément développé sur la deuxième version de leur soft, comme on va le voir. D'accord. Ça c'était les principaux points. Alors ils avaient promis aussi le collaboratif qu'ils n'ont toujours pas mis en place. Ouais, c'est ça. Voilà. Parce que moi je me souviens de ça, je m'étais dit ouais, génial, enfin, parce que c'est des fonctions qu'on voit plus ou moins fleurir dans les séquenceurs, mais jamais personne n'est encore allé très loin là-dedans, à part les mecs de Force, voilà. qui vraiment eux ont centré tout le home studio autour du collaboratif. Et c'est vrai que Bitwig c'était la déception de la V1 et c'est toujours la déception de la V2. c'est toujours la déception de la V2. Par contre, ils ont frappé très très fort là sur la V2 au niveau des modulateurs, au niveau des possibilités de contrôle MIDI et d'échange alors MIDI et CV. Avant d'entrer dans la V2, juste pour rappeler, sur le prix, on est à peu près en face de la version normale d'Ableton Live. Tout à fait. €. On vous parle beaucoup d'Ableton Live parce que, outre l'historique, c'est vrai que les softs ont un gros air de famille. Les deux softs ont un énorme air de famille. À tel point même que les premiers prototypes, les premières versions alpha de Bitwig 1 ressemblaient énormément à Ableton, même dans le design des boutons, etc. Disons qu'ils sont partis sur l'orange là où Ableton Live était sur le gris et vert. Mais sinon, alors au niveau des couleurs, c'était un peu différent. Par contre, graphiquement, c'était vraiment la même chose. Et ça a beaucoup évolué aussi. Ça a beaucoup évolué. Et alors, peut-être on peut aller regarder à quoi ça ressemble. Là, on est face à on a déjà ouvert un petit projet. Alors, on voit déjà une espèce de petite matrice. Alors ça, déjà, c'est l'une des principales caractéristiques de Bitwig depuis les débuts. C'est la possibilité d'avoir à la fois la matrice de clip ici. Ouais. Voilà, là je l'ai mise en plein écran. Ouais. Et tadam, la fenêtre d'arrangement. Il n'y a pas à choisir. Il n'y a pas à choisir entre les deux. Alors Ableton a trouvé une petite parade dans la mesure
mesure où ils affichent, et maintenant tu as la possibilité d'afficher une espèce de mini instance d'Ableton en parallèle de l'instance principale. D'accord. Et donc du coup d'avoir les deux écrans sur le même affichage. D'accord, ok. Voilà, mais ça reste encore un peu... Ça fonctionne très bien, mais c'est un petit peu ça reste du bricolage. Ouais, parce qu'il faut dire, quand le premier Bitwig était sorti, je crois qu'une des grosses demandes des utilisateurs, c'était d'avoir du multi-écran, par exemple, qui n'était pas géré à l'époque par Ableton Live. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas, comme ça, avoir sa matrice d'un côté, sa séquence de l'autre. Donc ça, c'était un apport. Voilà. Donc on a tout ça en un écran. Bon, vous avez intérêt quand même à avoir un bon petit moniteur, hein, parce que si vous voulez afficher tout... Hein, mais, sauf que, attention... On a la possibilité de régler l'affichage. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Voilà. Ouais, très bien. Donc par tranche de 25%, on peut pas régler vraiment en détail, même si là. Remets-le à 100 là. Parce que... Ouais. Toc. Hop. Pif, paf et pouf. Voilà. Donc revenons au soft. On a donc cette matrice. On a l'organisation avec un navigateur de fichiers, avec la zone d'édition, mais qui, au-delà de live, deviennent un peu un standard dans toutes les stans. Hein. Tout le monde se met un peu à cette disposition-là. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui. On a un browser qui est... alors ça, on retrouve à peu près la même chose sur Ableton. Comme je disais, l'avantage, c'est que tu peux taguer tes items, tes presets. Ce qui fait qu'après, tu les trouves via le moteur de recherche. Voilà, tu vis un peu ta vie, voilà. Exactement. Ouais. Ensuite, à part ça, il manque, c'est un browser qui manque encore de précision. Pour moi, c'est-à-dire que là, on a les audio FX machin, mais on a toute la liste là qui s'affiche sans vraiment de... Enfin, je trouve que ça pourrait être rangé encore un peu mieux. Par contre, là où il est très bon, c'est quand on charge, parce que là, on a la possibilité de charger les choses via le browser, mais on a aussi la possibilité de charger, par exemple, par ici. Voilà, on a un autre browser qui s'affiche qui est beaucoup plus précis que celui-là. Oui, là où on retrouve donc les fameux tags. Voilà. Okay. Après, l'avantage de ce browser-là par rapport à celui d'Ableton, c'est notamment pour les samples, où on a une possibilité de préécoute qu'on a aussi sur Ableton, mais pas aussi précise. C'est-à-dire que là, on peut vraiment déclencher, stopper, voilà, demander à ce que on a un réglage de volume de la préécoute. Ouais. Tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas tout à fait dans Ableton encore. D'accord. Les grosses différences, parce que là, vraiment, alors, on part dans des détails, les grosses différences de philosophie. Les grosses différences, bon, ça reste, comme on disait déjà, le double affichage. Ouais. Bon, mais ça, c'était déjà dans la version 1. L'énorme différence, c'est dans la présence des modulateurs. D'accord. Voilà, donc ça déjà c'est une grosse avancée par rapport à la version 1. Ouais. Et également par rapport à Ableton qui là est en train de prendre du retard. L'autre grosse différence, c'est la possibilité d'ouvrir des projets multiples. Alors attends, je vais revenir ici. Hop, vas-y, ils étaient là, je pense qu'ils sont passés dessous. Voilà, hop. Voilà. Oui, d'accord, on a un système de fenêtrage. Ouais. Voilà, là on a un système, voilà. Et c'est géré comment au niveau du moteur audio? Alors justement, tu peux lire deux fichiers en même temps? Non, ça c'est la grosse problématique de Bitwig. Oui. C'est que là, tu vois, là c'était le premier projet qu'on avait, on a les boutons de lecture, le bloc de lecture. Ici on a Activate Audio Engine, c'est-à-dire que l'affectation du moteur audio n'est pas encore faite sur ce projet là. Ouais, donc du coup c'est pratique pour faire du copier-coller entre différents projets, par contre tu ne peux pas du tout enchaîner des lectures de fichiers différents. D'accord. De manière fluide. D'accord. Ce que tu peux faire avec Ableton, c'est-à-dire que là, tu n'as pas dans le browser, tu n'as pas tes fichiers que tu peux
transférer directement tout en étant en lecture, voilà. D'accord. Ça c'est un petit peu... Ok, et puis je te dirais la grosse différence, alors faut comparer ce qui est comparable parce que dans la plus grosse version live, on a aussi Max for Live. Voilà, alors on a Max for Live. Ça, c'est une grosse différence quand même. La grosse différence, c'est la présence de Max for Live dans Live, sauf que tu payes plus. Oui, voilà. Tu vois, c'est-à-dire que là, on est plus dans la même catégorie de prix. Ouais, voilà, parce que là, faut te dire, on est sur je sais pas, c'est 379, je crois. Voilà, c'est ça. On est sur un tarif unique. Il y a qu'une seule version. On est face à la version standard de Live, voilà, qui ne propose pas Max for Live. Ouais, voilà. En intégré. Ok. La version Max for Live, c'est avec au niveau des sons fournis, on est à peu près sur les mêmes zones. Sinon, on est là, on est sur 8 Go, sur 11 Go chez Ableton. Ouais, voilà. Voilà. Alors là, on est par contre, on est sur des loops. On est sur, faut pas s'attendre à des banques de sons de malades. Ouais. On est sur 2 synthés. Ouais. Là. On est sur 2 synthés. Il y a FM4 et Polysynth. Alors Polysynth, il est là. Polysynth, c'est donc là, c'est le son de base de Polysynth. Il est vraiment. Ça fait pas rêver. Ça fait pas rêver, mais c'est vraiment le son de base. Maintenant, si tu vas dans les presets, tu vas avoir quand même des choses intéressantes. Hop. Polysynth, voilà. Donc là, on a les presets. On a des. Ouais, d'accord. Voilà. Okay. Bon, voilà, ça dépanne. Après, comme dans beaucoup de stands, en tout cas, certaines scènes font choix. C'est pas forcément, on met pas forcément en avant les instruments virtuels. On sait que les gens vont s'équiper. Ouais, les gens sont équipés. Là, on a vraiment le minimum. Après, c'est un synthé sur lequel tu peux intervenir de manière intéressante. Ouais. T'as beaucoup de paramètres que tu peux modifier. Ouais. T'as tous les outils pour faire de la synthèse. Ouais, d'accord. Voilà. Okay. Faut mettre un peu les mains dans le cambouis. Et puis surtout, tu peux moduler. Et surtout, tu peux moduler. Bah d'ailleurs, peut-être qu'on va aller voir ça. Je sais pas. On peut voir ça. Alors, vas-y, je te suis. Suis-moi. Les modulateurs, on les a ici. Donc ça, comme je disais, c'est une nouveauté de Beatwig 2. Auparavant, il y avait des sorties de modulation qui étaient intégrées au bouton, au bouton ou à certains boutons de la version précédente. Là maintenant, ça a disparu, mais par contre, voilà. Ah oui. Donc là, il y a déjà des modulateurs qui se sont intégrés. D'accord. On fait ça, et là, il y a toute la liste de tous les modulateurs, de tous les types de modulateurs qu'on peut utiliser. Ah ouais, c'est cool. Enfin, usine à gaz, mais c'est cool. Ouais, mais alors justement, en fait, faut voir ça comme des briques de Lego, quoi. Ouais, d'accord. Ça fait usine à gaz parce qu'il y en a beaucoup, mais elles sont toutes modulables les unes par rapport aux autres. Ouais. Et voilà, donc c'est là que c'est intéressant en fait. Donc là, par exemple, je prends un LFO de base. Donc là, on a le LFO. Ouais. Là, j'ai les caractéristiques du LFO. Ouais. Donc Hertz, kilohertz, voilà. On va l'activer un petit peu là. Tu vois qu'il s'agite. Là, je peux choisir la forme d'onde que je peux moduler comme je veux. Voilà, ça c'est la profondeur d'action du LFO. Ouais, est-ce qu'il est poli, monophonique voilà. Et tout. Et après, pour l'affecter, je clique ici. Ouais. Donc là, ça clignote. Et là, j'ai en léger bleuté tous les boutons affectables. Alors, je vais m'amuser. Je vais faire. Oh là. Ah, attends. J'ai dit que j'allais m'amuser. J'ai fait n'importe quoi. Voilà. Alors là, je règle. Bon, elle est vénère ta modulation, faut dire. Voilà, je vais faire ça. Et je peux en affecter autant que je veux sur un LFO. Tu vois ? Alors c'est marrant parce qu'on voit pas on voit que ça clignote. Tu veux pas ralentir un peu la vitesse du LFO Non, la vitesse de ton LFO, qu'on voit vraiment la modulation. Voilà. Alors, non, attends. Non, c'est là-haut, non ? Non, c'est bon. Voilà, Hertz. Voilà. Ah oui, d'accord. Ah oui, alors ce qui est marrant, c'est que... Tu vois ? Oui, mais en fait, on voit pas les potards bouger. Ça bouge autour des potards. Voilà. C'est pas les potards qui bougent. C'est pas les potards qui bougent parce qu'en fait, ça bouge par rapport à la position du potard. D'accord. C'est relatif. Ah, ok. Tu vois ? Ah ouais, d'accord. C'est-à-dire que ça me laisse toujours la liberté
de continuer à agir sur le potard individuellement, c'est très bien foutu. et d'avoir une modulation quand même. Et en fait, tu peux mettre plusieurs. Tu vois là au son. Voilà. Donc ta question c'était le truc, c'est que j'imagine, ouais, tu peux mettre plusieurs modulateurs sur un même contrôle. Ouais. Pitch, là, complètement. Là, par exemple, si je veux, je peux rajouter une enveloppe, par exemple. D'accord. Ok. Et là, l'enveloppe, pareil, l'enveloppe, je vais pouvoir la mettre là-dessus, si je veux. Ça n'a pas trop de sens, mais voilà. Ok, d'accord. Et c'est c'est super intéressant. Mais voilà. Et alors, en plus, alors là, tu vois que c'est en vert. Ouais. On a la possibilité d'avoir des contrôleurs. Alors en vert, ça veut dire que c'est polyphonique. D'accord. Et notamment, faut que je le retrouve. On a Expressions, voilà, Expressions ici. Ouais. Expressions, c'est une série de contrôleurs, de modulateurs polyphoniques. D'accord. Vélocité, timbre, release et aftertouch. D'accord. Ok. Sont polyphoniques. D'accord. Ok. Donc chaque note, je rappelle la signification, c'est que au lieu d'avoir un réglage uniforme pour l'ensemble du clavier, chaque note est prise en compte individuellement. Ouais. Pour la vélocité, pour le machin. On pression, est etc. pas loin du coup d'un délire. Oui, les modulateurs, j'allais dire, sont modulaires. Un peu, on est vraiment dans un mais esprit, complètement. Et puis ils se modulent entre eux. Ils ont la possibilité de se moduler entre eux. Ah oui, ça c'est intéressant. Donc là, ok. Et puis je peux en rajouter autant que je veux. Là, tu vois. Là, j'ai déjà 6 slots qui sont remplis. J'ai 3 slots qui sont apparus. D'accord. En plus. Ok. Voilà. Maintenant, si je les remplis, il y en aura 3 de plus. Il y a une infinité de modulateurs à la qu'on fin, peut utiliser. Le risque quand même, faut le dire, c'est que si vous en faites trop, à la fin, vous appuyez sur un bouton, vous comprenez plus rien ce qui se passe. Mais ça, je pense que ça c'est le principe même de la synthèse à la base. Voilà. Mais ça peut être vicieux le truc. Oui. Surtout. Et puis après, ça devient compliqué parce que autant sur un synthé modulaire hardware, on a les câbles. Alors ça peut devenir une choucroute de câbles, mais tu peux facilement quand même suivre. Oui, on comprend, on repère. Là, ça peut devenir compliqué, sachant que on a les destinations qui s'affichent quand on fait un clic. Mais ça peut devenir là par exemple, si je clique là, j'ai les deux expéditeurs, si je peux dire. Je sais qu'il est contrôlé par le LFO et par la DSR. Mais bon, faut faire ça un par un. Disons que à partir du moment où on a une dizaine de modulateurs, ça peut déjà commencer à devenir un peu compliqué à voir. Ouais, je comprends bien. Et surtout, le deuxième gros avantage de cette version, déjà par rapport à la version précédente, et puis par rapport aux autres softs, c'est que tout ça, c'est applicable à du hardware. Ah ouais, ça tue. Voilà, c'est applicable à du hardware. Comment ? Eh bien simplement par le module MIDI CC. Donc ça c'est pour le MIDI. Il est là. Il est là. Voilà. Tagada de soin. On peut le mettre ici, voilà. Et le MIDI CC, en fait, c'est un module qui envoie, comme son nom l'indique, des messages MIDI. Donc là, en fait, c'est du CC. Donc là, c'est CC1, CC2, CC11, mais ils sont totalement... Ils sont totalement modifiables, voilà. CC25. Et là, comme son nom l'indique, on définit le MIDI channel. Et on peut en ajouter autant qu'on veut. Et donc avoir un module qui envoie sur le channel 1 et un autre module qui va envoyer et je crois même sur le channel 2 par exemple. 4 ou 3, la bébête parle le CV maintenant. Et la bébête parle le CV. Donc, alors c'est pareil. C'est... Attends, t'es pas dedans. Hardware, alors HW pour hardware CV instrument. Ah d'accord. Alors jusqu'à présent on avait hardware instrument qui s'appelait, si je ne m'abuse, external instrument sur la version 1, je confonds peut-être avec Ableton où ça s'appelle external instrument, enfin bon on avait l'équivalent. Maintenant c'est HW instrument et HW CV instrument. D'accord. Ici, voilà, où on définit
l'output pour le CV out et pour le gate out. D'accord. Et on a ici un outil de calibrage c'est excellent. du clavier ou du contrôleur MIDI qu'on a. Ça va plaire à tous ceux qui ont des configs hybrides, parce que depuis ça, qu'on a eu la grosse vague des petits analogs à moins de 500 balles avec l'Arturia Mini Brut en tête, nombreux sont ceux qui sont équipés. Et en plus de ça, on peut intégrer autant ici de CV out devices qu'on veut. Voilà, donc on peut en rajouter autant qu'on veut, qui permettent ensuite, si vous avez une config, un synthé avec de multiples CV in, d'envoyer autant de messages CV que vous voulez pour contrôler chacun des paramètres reliés au CV in de votre synthé. J'allais te demander, est-ce que d'ailleurs ils fournissent des mappings tout faits, parce que là c'est super bien fait au niveau des mappings. Alors je parle pas forcément du CV, mais est-ce qu'il y a des choses prêtes à l'emploi déjà pour contrôler les synthés connus Alors pour le hardware, non, pas à ma connaissance en tout cas. D'accord. Par contre, pour ce qui est du soft, tu as des contrôleurs déjà prévus ici. Alors ça c'est les remote controls. Donc là, c'est évidemment un remote control déjà paramétré pour le Polysynth, qui est leur soft. Mais tu as la même chose pour Absinthe, pour Massive, pour quelques gros synthés du marché, synthés virtuels du marché qui sont déjà pré-mappés. Perso, si j'ai une critique à faire, c'est mon point de vue, mon œil extérieur, c'est dense. Oui, c'est dense, mais parce que là, on a tout rajouté sur une même piste. Non, mais j'imagine que les mecs qui vont commencer à vouloir faire joujou justement avec leur synthé hardware et tout, et trigger tout ça à partir du séquenceur, quand ils auront en plus 24 pistes de boucle, tout ça, machin, j'imagine que ça va être le Faucon Millennium, l'interface. Là, effectivement, on a enchaîné les modules. Là, on enchaîne les modules, et puis on a tout qui est ouvert, quoi, tu vois. Ici, je peux réduire. D'accord. Tu vois. Ok. Tac, je peux même réduire à une seule colonne, tu vois. Si je vire ça, par exemple, déjà, ça devient un peu plus lisible. D'accord. Oh là, elle fait flipper la colonne à gauche. Là. Ouais, alors ça, la colonne à gauche, c'est tout le détail, c'est l'inspecteur. C'est ça, c'est l'event list. Tu vois, qu'on peut virer d'ailleurs, tu vois. Et qui permet d'avoir le détail de tous les paramètres d'un soft que tu peux modifier manuellement ensuite. D'accord. Tu vois, si tu veux avoir 25,3% très exactement, tu as 25,3% très exactement, tu tapes ça au clavier. Et c'est fait. Pour ceux qui veulent faire de la musique avec un pavé numérique et une calculatrice. Voilà. Mais t'en as. Ça me rappelle le bon vieux temps de la FX 8500G Casio sur lesquels on dessinait des trucs en cours de maths. Très bien. Et donc là, on a un autre gros avantage. Donc ici, on va faire ça très vite fait parce que ça, c'est quand même très chouette à montrer dans Bitwig. Donc là j'ai fait absolument n'importe quoi, on est d'accord, c'est fait exprès. Parce que on a ça et ça. C'est pas mal. Ça c'est juste un bonheur, surtout quand on vient d'Ableton et qu'on galère comme un malade là-dessus. C'est qu'on a la possibilité d'éditer simultanément plusieurs clips. Donc ça c'était déjà dans la version 1. Mais on profite un petit peu de cette vidéo pour présenter Bitwig parce qu'on l'avait jamais fait. Voilà. Et donc là, je peux sélectionner le clip que je veux et l'avoir et avoir les deux et donc jouer sur les deux. Tu vois, et donc placer mes events MIDI d'un clip par rapport aux events MIDI de l'autre. Notamment c'est super, alors je sais pas si c'est les gros des utilisateurs d'Ableton Live se servent de ça parce que c'est quand même très orienté d'Ableton Live ou de Bitwig parce que c'est quand même très orienté musique électro, mais c'est très pratique quand on écrit des cordes ou des choses comme ça, qu'il faut faire des harmonies, qu'il faut avoir une vision globale. C'est pour ça d'ailleurs que les éditeurs de partitions sont autant utilisés encore aujourd'hui. Bien sûr, parce que un point de vue global
globale. si tu veux faire ta construction harmonique de manière cohérente, t'es quasiment obligé d'avoir ça. Non, c'est bien. Parce que sinon, faire tout à l'oreille, c'est possible aussi, mais c'est chiant. Ça répercute les couleurs et ça, c'est plutôt chouette. Ouais, t'as une répercussion des couleurs. Et puis, c'est également valable pour l'édition audio. D'accord. Savoir. Ah ouais, ok. Donc là, par exemple, je reviens sur mon autre. Attends, édition audio, c'est-à-dire que quoi, t'as fait une forme d'onde en même temps je peux virer ça là en bas. C'est là. Vas-y, clique dedans. Clique sur ma fenêtre, voilà. Je vais faire ça. Voilà, donc là par exemple, j'ai des fichiers audio. Ouais. Bim. Alors, faut que tu actives l'audio engine, je crois. Oui, bien vu. Voilà, c'est fait. Voilà. Donc si je fais ça, pareil. Là, j'ai toutes mes pistes audio les unes au-dessus des autres. Ah oui, d'accord. Ok. Là, oui, pour l'audio, c'est au-dessus. C'est pas superposé. Parce que sinon, superposé, tu vois strictement plus rien. Le mélange du vert et du rose, ça peut être ça peut être assez violent. Voilà. Et du coup, je choisis le clip que je souhaite avoir. D'accord. Voilà. Puis après, je fais mes petits. Voilà, je fais hop, voilà. Là, c'est de l'édition à l'arrache. Oui, ça rappelle un peu d'ailleurs les interfaces de comping de pistes. Voilà. D'accord. Et on a maintenant des crossfades qu'on n'avait pas dans les versions précédentes. D'accord. Voilà, donc on peut faire ce genre de choses maintenant. On va pas s'émerveiller non plus, parce que ce qui était plutôt pas normal, c'était de pas les avoir dans les éditions. Voilà, mais bon, raison de plus pour dire que maintenant ça y est, c'est là. Ça c'est cool. C'est cool. Voilà. Tac. Et puis toc, voilà. Ok, voilà. Très bien. Donc ça aussi, encore un gros avantage par rapport à Ableton, cette édition simultanée et multiple de clips. Dans les nouveautés, pas super notables, il y a l'apparition des... Enfin, super, à dire, mais on va pas vous montrer spécialement, c'est l'arrivée des VST3. Voilà, donc le support du VST3. Support du VST3. Autre chose, puisqu'on parle justement de VST et d'édition, ce qui a toujours été aussi dans Bitwig, qui est très important, c'est le micro-editing. La possibilité d'éditer des micro-événements sur les plugs Bitwig, pas évidemment sur les plugs VST. Donc on a la possibilité sur les instruments Bitwig de modifier par note la hauteur, de créer d'une courbe sur une note, sur la note. Mais c'est quoi, ça joue avec le pitch bend ou ça après exactement avec quoi ça joue, je ne saurais pas te dire. Ça fait penser un peu, je sais pas, tu connais peut-être dans Cubase, il y a un truc qui s'appelle VST Expression qui permet de faire des choses comme ça. C'est du MIDI au niveau de la note un peu. Voilà. Plus ou moins. Voilà. D'accord. Et ça c'est réservé aux instruments de Bitwig. Oui, d'accord. Oui, logique. Voilà. Parce que le général MIDI, je pense, ne gère pas ça. Non. Et donc, d'accord. Oh, et donc là, normalement, voilà. Tu fais, tu peux faire une petite courbe. Voilà, ça y est, ça marche. Ah, voilà. Ah, exceptionnel. Pourquoi ça fonctionnait pas à l'instant, je ne sais pas. D'accord. Voilà. Donc là, on va faire sur une note plus longue. On va faire là, par exemple. Je sais pas. Voilà. D'accord. Hop. Et normalement, là, si je lance la lecture. Attention. Et là. Tu vois. Ah, puis en plus, t'as fait que de la merde, on dirait, mais en fait, ça sonne bien. C'est cool. C'est ça. Alors ça, il y a une fonction cachée de Bitwig qui corrige toutes les merdes que tu fais pour que ça sonne à peu près. Sounding good. Voilà. Ok, très bien. Il y avait d'autres trucs aussi dont tu m'avais parlé au niveau de l'interface. Alors l'interface a subi d'énormes changements par rapport à la version 1 et notamment avec ceci qui s'appelle le dashboard, le tableau de bord en français. Voilà. Et qui réunit les principales fonctions de paramétrage et de documentation et de téléchargement. Donc ça c'est cool, on voit qu'il y a du soft et la possibilité, donc là par exemple, il n'y a pas de
il n'y a pas de projet qui a été créé sur cette instance-là, donc il n'y a pas la liste. Ouais. Mais par exemple, on a l'historique des projets. On a l'historique des projets. Ça c'est pratique. Auquel on accède directement. En fait, on a le dashboard qui s'affiche directement au lancement du soft. Ouais, on peut le paramétrer pour qu'il s'affiche pas, si on préfère. On l'appelle très facilement en cliquant ici, mais on peut également lui affecter un raccourci clavier ou MIDI même. Voilà. Et alors ça, c'est très très bien parce que en live vous l'affichez au dos, au C3. Puis voilà, exactement. C'est super pratique. Alors quand t'as oublié de virer le truc, voilà. Mais ça c'est quelque chose qui existe déjà depuis, alors pas depuis la toute première version, mais depuis des mises à jour. Mais ça reste super pratique. Je ne résiste pas à l'envie de vous montrer quand même rapidement de quoi il s'agit. Ce sont les raccourcis qu'on peut affecter à absolument toutes les fonctions du logiciel. Là vous voyez, je fais défiler le truc, il y a vraiment toutes les fonctions ici à gauche qui sont affectables à des raccourcis. On peut ajouter autant de raccourcis qu'on veut pour une seule fonction. Que ce soit en clavier ou en MIDI, on peut sauvegarder les configs. Et en plus, ce qui est vachement bien, c'est que par exemple, si vous affectez un raccourci au lancement ou à la sélection de la piste 18 par exemple, et que vous effacez la piste 18 en question, c'est dynamique, c'est-à-dire que l'affectation va se reporter à la nouvelle piste 18. D'accord. Immédiatement. Très bien. Voilà, ce qui n'est pas le cas sur live. Ça me fait penser, je pense pas que ça le gère. Il n'y a pas de système de macros. Des macros ? Oui. Alors des macros pour les contrôles des plugs, tu veux dire ? Je voulais dire non, des macros d'édition par exemple. C'est-à-dire dans Cubase, dans Studio One, dans Reaper notamment, surtout dans Reaper, on peut en fait programmer une suite d'opérations. Genre quand je sélectionne tel élément, tu normalises le son, tu coupes ici, tu coupes là. Non. Donc, ça c'est pas encore intégré. Comme sur live, on est quand même sur un logiciel qui est orienté vers la création. On est sur un logiciel qui est orienté plus impro, création, compo. Alors, qui est à mon sens plus orienté quand même encore pour l'instant studio que scène. Pourquoi ? Alors, à mon sens, il y a cette question de chargement de fichiers, tu vois, où il faut à chaque fois redéclencher le moteur audio. Tu vois, là, ça, en live, c'est un peu plus compliqué, sachant que quand tu coupes le moteur audio, en fait, non seulement tu coupes le moteur audio, mais tu décharges les samples de la mémoire. Ah oui. Et les plugs. Donc en fait, quand tu réactives le moteur audio, tu réactives le chargement de plug, le chargement de sample. Surtout qu'il y a des plugs, genre, je sais pas, par exemple, je pense à Spectrasonics, ils ont des plugs, genre le truc, ça télécharge 70 gigas. Voilà. Donc, du coup, il y a une barre de progression, ça prend des plombs. Exactement. Là, moi j'ai Keyscape sur ma machine, à chaque fois ça me fait le coup. Quand je réactive le moteur audio. Alors, ce qui est très bien, c'est que quand tu coupes le moteur audio, tu sais que tu libères de la mémoire, etc. Pour d'autres applications, c'est très bien. Par contre, voilà, il faut savoir que tu vas avoir autant de temps à recharger. Si j'avais une suggestion à faire à Bitwig, moi je dirais que quand on change d'onglet, en arrière-plan, il devrait friser les pistes de l'autre onglet. Comme ça, on a un rendu audio qu'on peut rappeler sans consommer de ressources quand on veut. Mais bon, je dis ça, moi je suis pas développeur de Bitwig. Mais non, donc voilà. Et puis quand même, faut dire, il y a ce truc par rapport à live où ils sont pas allés vers le hardware non plus. C'est-à-dire que live, ils sont pas allés vers le hardware. C'est plus cher parce qu'il faut acheter push et tout. Mais alors, il y a des scripts. Il y a un script push notamment prévu pour Bitwig. Qui est pas mal du tout. Après, pas dans Orange. Ça reste un. Et il te met tous les pas dans Orange. Il met tous les pas dans Orange direct. Non, mais voilà, c'est toujours le problème des scripts programmés de seconde main. Voilà, donc c'est bien, ça fonctionne pas mal du tout. Par contre, voilà, ça reste encore. On n'a pas le niveau d'intégration
évidemment qu'on a entre Push et Ableton. Par contre, voilà, il faut savoir que globalement, les scripts prévus pour des contrôleurs plus génériques, comme celui que j'ai là, qui est le Korg Nano Control 2, sont vraiment très bien, puisque... Alors ça ne me permet pas de lancer des clips, mais de toute façon le contrôleur n'est pas prévu pour, on s'en fout un peu. Mais là, voilà, donc là déjà, on a vu, j'ai appuyé sur un bouton, je passe du device mode au mixer mode. Donc mixer mode, ça veut dire que je contrôle, voilà, je contrôle mes niveaux ici. Et device mode, voilà, alors device mode PIM, je reviens sur la basse, voilà, donc là, et là, ici, si je reviens, je suis sur device mode, hop, voilà, et c'est instantané et c'est dynamique, c'est-à-dire que si je passe sur une autre piste, voilà, boum, je retrouve mon contrôle. Ouais, c'est bien géré. Donc c'est bien géré. La gestion du MIDI est excellente, que ce soit pour les synthés hardware externes. Voilà, et ça c'est vraiment l'un de leurs, sinon le point fort du soft. Tu me disais qu'on peut faire carrément, parce qu'on peut utiliser donc ces modulateurs pour faire de la synthèse modulaire. On peut faire de la synthèse modulaire. Donc là, moi j'ai fait quelque chose d'assez basique. Mais quand même déjà avec un poil de complexité, puisque on a déjà un synthé modulaire que j'ai créé de A à Z avec uniquement les modulateurs de Bitwig. Il n'y a aucun élément externe ni de synthé déjà préétabli. Donc j'ai 2 oscillateurs ici, voilà, sachant que chaque oscillateur est fait donc à partir d'un modulateur LFO. Ici, voilà, donc j'ai le détail ici, avec la forme d'onde, ça c'est la fréquence de base, voilà. Donc là voilà, si je joue, là je vais virer ça, on n'entend pas grand chose, c'est pas très fort, mais bon, voilà. J'ai ici un modulateur key track qui permet de répercuter les informations MIDI qui viennent d'un clavier vers l'oscillateur. Et ici, j'ai une enveloppe pour l'oscillateur en question. Donc là, si je le mets en solo, voilà, on entend bien la différence. Voilà. Donc là, déjà, j'ai fait ça pour les 2 oscillateurs. Donc j'ai déjà deux oscillateurs qui fonctionnent, plus un noise. Que là, ici, j'avais associé à ce LFO ici pour avoir un son percussif. Donc là, bon, on n'entend pas grand chose, mais on a quand même l'idée. Maintenant, je réactive ça, et en fait, du coup, j'ai un espèce de synthé avec. Alors si je le mets en mute, ça va pas le faire. J'ai un synthé un peu évolué qui fait que même quand je joue une note, j'ai une rythmique de base qui reste et je peux jouer. Voilà, et je joue ma mélodie et j'ai toujours la rythmique derrière. Voilà, par exemple, ça c'est. Et ici, j'ai des boutons qui gèrent de la disto. Voilà. Tu peux en nommer les boutons? Non, malheureusement. Ça c'est très bête. Mais à quoi il sert le bouton 18 déjà? Voilà, c'est exactement le problème. Donc ça par contre, on le retrouve quand on fait un clic droit, on a l'affectation du bouton en question. Mais voilà, ça demande une manipulation supplémentaire et du coup quand on a 15 boutons qui s'affichent, il faut à chaque fois faire un clic droit, ça devient compliqué. Ouais, donc du coup c'est très c'est quand même très puissant parce que ça va bien au-delà. Au départ on se dit comme ça, c'est un truc pour faire des automations complexes. Non, on voit que là oui, bien sûr que ça sert à faire des automations complexes. Oui, voilà, mais quand on fout ça au bout de générateur de signal, bah oui, on a un synthé modulaire. Voilà. Donc
on est encore, d'ailleurs comme chez le live, mais on est vraiment dans l'idée du séquenceur instrument. Oui, et ce que je disais dans le test, c'est que peut-être que on est plus dans l'instrument que live. Alors, je parle pas de live plus push, je parle vraiment de live, le soft, le cœur du soft, qui se rapproche, alors un petit peu plus du monde du DJing. Oui. Je pense que Bitwig se rapproche plus du monde du sound design. Ouais. Oui, bah c'est vrai. Voilà, c'est vrai un petit peu plus. Alors sachant qu'après, on va dire oui, mais live, il y a Max for Live qui permet de faire des choses fantastiques, évidemment. Disons qu'il y a un truc qui est clair, c'est que Max for Live, malgré tout, est plus complexe aussi. Le truc, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que on a Max for Live qui permet de faire des choses plus approfondies que ça, tandis que là, on a des briques de Lego. Qu'on assemble comme on veut. C'est marrant, ça me fait penser un peu aux couches de réacteurs. C'est-à-dire qu'on est plus proche de la première couche des réacteurs blocks que de la sous-couche de réacteurs où là vraiment oui, voilà, et là qui serait plus proche de Max. Et c'est vrai que Max, c'est ça. Alors Max, ça permet de faire des choses incroyables. Seulement, moi, je connais beaucoup de gens qui ont Max for Live avec leur live et qui ne font qu'ouvrir des presets dans Max for Live parce que, j'allais dire, le traitement du signal, c'est pas leur truc, quoi. Non, là, il y a quand même ce côté où si on n'est pas trop neuneux, qu'on connaît un tout petit peu le MIDI à des rudiments de synthèse, on peut très vite en fait rentrer dans le truc et se faire plaisir et faire des choses assez originales, quoi. Bon bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Peut-être conclusage. Ouais, sauf une petite précision quand même et assez importante, c'est ça. Voilà. Ça fait peur, hein. C'est une partise. Ça, c'est le panneau de contrôle, le panneau de paramétrage et de création des télécommandes. D'accord. On a ici des remotes. Et ça aussi, c'est très bien pensé parce que on a la possibilité de paramétrer indépendamment de manière générale, c'est-à-dire avoir des contrôles pour un plug donné qui seront toujours les mêmes sur toutes les instances du plug en question. D'accord. Et donc ça c'est preset pages et device pages, ce sont des commandes prévues pour une instance en particulier ou un preset en particulier du soft. D'accord. Ok. Voilà. Donc là, par exemple, ça c'est la page générale pour Polysynth. On a fréquence, brighter, onset, machin, etc. Et ça, pour cette instance particulière, on a pitch, shape, sub. Voilà. Et ça, ce sont des pages. Donc on peut avoir autant de pages qu'on veut de 8 contrôleurs. Entre lesquels on navigue pareil grâce à des boutons sur le contrôleur physique. On voit les petites flèches là. Voilà. Et on peut en créer autant qu'on veut. D'accord. Et on a le choix parce que là je vois que des potards. On a des switches et puis on a le choix entre. On a le choix. Alors le sigle Wi-Fi, ça veut dire que c'est une commande qui n'a pas encore été affectée. D'accord. Voilà. On a le choix entre des potards, des boutons ici et des menus. D'accord. Voilà. Sachant que si votre contrôleur, comme le mien ici, ne comporte que des potards, et ben vous pourrez naviguer dans le menu grâce aux potards. D'accord, ok. Et on a possibilité... Donc si je suis sur filter ici, tu vois, regarde, là on voit. D'accord. En bas à gauche de l'écran. D'accord. Bypass, high. Bypass, voilà. Et ça je le fais grâce à un bouton rotatif. D'accord. Après, pas de XY, pas d'autres éléments d'interface, quoi. Pour l'instant, non, parce que je ne sais pas. Non, moi je dirais le défaut pour moi c'est très bien en fait d'avoir des contrôles comme ça me fait penser par contre Reason avait initié ça avec ses racks virtuels là où on pouvait mettre des contrôles comme ça globaux ici excuse-moi hein, très bien je t'interromps. Ici tu vois on a un pad XY par exemple pour un modulateur si ton contrôleur a un pad XY, tu peux l'affecter et donc du coup contrôler grâce à ton pad XY physique le XY virtuel ici quoi. Ok, d'accord.
En sachant que là, tu peux affecter, du coup, par exemple X, tu peux dire que c'est ça, et puis Y, ça va être ça. Oui, tu fais ce que tu veux. Non, mais ça, c'est super puissant. Et après, tu circules, tu vois, et là, on voit que mes petits boutons, mes petits potards s'animent à mesure que je bouge. Sur le pad XY. Bon après voilà, le seul petit défaut, c'est qu'à la fois ils maîtrisent leur interface, c'est quand même bien pensé, mais c'est vrai que toutes les tailles sont calibrées, c'est-à-dire que si je veux que le pad XY il fasse 4 fois cette taille, 4 fois cette taille et qu'il soit plus gros que les boutons, voilà. Pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça. Oui, voilà. Et ça se comprend. Mais en tout cas, il y a ce côté, je te dis, malgré tout, moi je trouve accumulation. Il y a beaucoup c'est très dense en fait. Et c'est vrai que les possibilités sont immenses. Mais voilà, faut avoir des bons yeux, faut lire. Bon, les textes sont très lisibles, ça c'est chouette. C'est très lisible. Et puis n'oublie pas que tu peux toujours encore zoomer tout à fait, sur voilà, tu peux avoir tout à fait, tu peux avoir ça carrément, parce que il faut savoir une chose aussi, c'est que si tu décides vraiment de faire un synthé modulaire, tu vas aussi très certainement te consacrer à ça, c'est-à-dire que si tu veux vraiment avoir un gros synthé, tu vas peut-être pas afficher 36 000 autres choses simultanément. Quand tu vas sur ton gros synthé, tu utilises ton gros synthé, quoi. Ouais, bien sûr. Sûr. Mais bon, voilà. Après, voilà, je prends pas plus leur défense que ça non plus. Ouais, écoute. On va passer au conclusage du coup. Conclusage. Conclusage. Et nous revoici donc pour le conclusage avec Pierre-Antoine sur Bitwig 2 qu'on vous a montré. Alors, premier point fort, toutes les qualités de Bitwig 1, bah oui, c'est con à dire, hein, mais Bitwig 1, c'est déjà un truc qui avait apporté un vent de fraîcheur par rapport à Live, et qui a fait beaucoup de bien à Ableton, parce que ils s'endormaient un peu sur leur laurier, les gars. Et puis du coup, ils ont sorti beaucoup de mises à jour chez Ableton. Le torchon a brûlé en interne, Bitwig a été annoncé, et du coup, chez Ableton Live, quand même, on s'est dit, bah tiens, on va faire push, on va... oui, alors ça c'était le développement du push était concomitant à celui de. C'était en parallèle. Je pense que c'est pas un projet qu'on lance comme ça. Non. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que. Mais ils ont fait quand même ils ont fait quand même pas mal de mises à jour logicielles. Voilà, on n'a jamais eu un aussi bon live que depuis que Bitwig est venu en face. Et maintenant, j'ai envie de dire, au vu de ce que Bitwig propose, j'attends beaucoup de Live 10. Je sais pas quand ils vont le sortir, mais. Tout à fait. Donc, c'est toujours, oui, ça on n'en a pas parlé, c'est la seule stand ou DAO qui tourne sous Windows, macOS, mais aussi Linux. Les pingouins sont contents. Oui, ils sont très contents. J'ai envie de dire, alors je vais m'attirer sans doute les foudres de la communauté Linux en disant ça, mais c'est quand même la première vraie DAO, on va dire, qui respecte les critères de 2017, enfin de 2014 à l'époque quand la première version est sortie, parce que c'était déjà compatible Linux. D'accord. À l'époque, pour Linux. Voilà. D'accord. Alors, c'est vrai. En tout cas, c'est pas mal, parce que Linux là, et puis je sais plus. Attends, j'ai pas vu que Steinberg voulait se mettre à Linux aussi. J'ai halluciné. C'est possible. C'est possible. C'était pas un portage de Cubase, hein, mais ils ont Traction aussi qui apportait son logiciel. Enfin voilà, il se passe des trucs chez les pingouins. C'est très bien. On est très content. Super. La refonte totale du système de modulation. C'est l'énorme. Ça, c'est l'énorme progrès par rapport non seulement à la version 1, mais même en règle générale, puisque à ma connaissance c'est la seule DAO qui propose ça de manière aussi complète que ça, et aussi modulaire justement. C'est une première pour moi. C'est d'ailleurs, je sais pas, on peut parler des récompenses ou pas? Non, pour l'instant, on attend la fin du conclusage. Oui, il va avoir une récompense. Voilà. On va dire que c'est une innovation. Voilà. Hein, mais voilà. L'ouverture sur ça le aussi. CV, c'est quelque chose qui est pour moi une première aussi. À ce niveau-là, pareil. Sachant que du coup, on peut imbriquer entre eux le système de modulation et l'ouverture sur le hardware CV, sur le hardware MIDI classique. Ça devient incroyable. Avec les remotes, on peut se construire vraiment sa propre télécommande virtuelle
pour tout son matériel hardware. Bon, à la fois, ce serait hallucinant parce que justement, les mecs achètent des instruments en disant ouais, on veut retrouver le feeling des instruments. Oui, mais moi je pense aux mecs qui dans leur studio ont des racks entiers de synthé. Ah ouais. Bah, de toute façon, en plus, on a que deux mains et si on a envie en même temps de rester dans l'axe de ces enceintes face à l'écran, machin, et qu'on n'est plus obligé de se tourner pour manipuler les 36 potards derrière. On est content. Non, c'est cool. D'autant que bon, malgré tout, oui, c'est un super séquenceur. Et les meilleurs séquenceurs, il y a des séquenceurs hardware, c'est bien gentil, mais bon, dès qu'on veut séquencer des trucs un peu velus, le soft est quand même. Super, voilà, le séquenceur hardware, c'est vraiment, à mon sens, l'intérêt, c'est de pouvoir créer des riffs. Facilement et puis d'être dans l'utilisation d'un ou deux ou trois synthés, mais pas d'être dans la composition réfléchie Donc ça c'est vraiment très bien et c'est assez en plus contemporain dans la mesure où avec les petits synthés à 500 balles analogiques là qui sont arrivés ces dernières années, il y a énormément d'artistes électro qui sont mis à avoir des setups hybrides, hardware, software, toutes ces machines elles sont accessibles et c'est bien de les voir intégrées dans le séquenceur. Voilà. Ça c'est cool. Point suivant, la gestion des fades dans l'édito audio. Enfin, on va pas. Bon, on va pas dire que c'est une innovation, ça. Voilà. Mais bon, c'est bien de l'avoir. Mais de savoir qu'ils l'ont intégré dans cette version, c'est bien. Et les améliorations de l'interface graphique avec la possibilité de la redimensionner. Il y avait déjà cette possibilité-là dans l'ancienne version, mais surtout le dashboard, surtout la possibilité. Alors ça, on l'a pas vu, on en a pas parlé, mais c'est bien d'en parler maintenant. La possibilité de se créer en fait une interface quand même assez personnalisée, avec la possibilité de punaiser des fonctions, les icônes qu'on utilise le plus souvent. Dans les barres de menu. Dans les barres de menu, vous avez en face de chaque item une petite punaise. Quand vous cliquez dessus, vous avez cet item qui s'affiche de manière permanente dans votre interface graphique. Et ça, c'est pas mal. Alors ceci dit, c'est très bien. Après, on est très très loin de la modularité d'un Reaper, c'est-à-dire qu'on peut pas choisir l'emplacement vraiment des choses. Ouais. Mais c'est quand même. Par contre, j'ai envie de dire qu'on est aussi très loin de la complexité d'un Reaper. Ouais, voilà. Comme souvent. pour quelqu'un qui découvre la MAO. Ouais. Oui, pour le coup, c'est vrai que c'est très simple. Donc ça c'est cool. Le dashboard. Voilà, alors le dashboard dont je viens de parler, qui est l'interface par défaut qui s'affiche quand vous lancez le soft et qui vous permet d'avoir accès très rapidement à plusieurs paramètres. Dès Bitwig 1, déjà il y avait une expérience capitalisée par rapport à Ableton Live. On a dit que c'était des anciens d'Ableton qui étaient à l'origine de Bitwig. Donc il y avait une expérience déjà. Et déjà Bitwig 1 était assez mûr en termes d'interface, c'est-à-dire on sent que c'est bien conçu, bien pensé, c'est lisible, c'est bien foutu et on retrouve tout ça. Il n'y a pas de pain ergonomique à ce niveau-là. Non. Le bouton d'activation, désactivation des contrôleurs MIDI hardware. Oui, alors ça on n'en a pas vraiment parlé non plus. Ça peut apparaître comme quelque chose de plutôt secondaire, mais il n'empêche que dans l'utilisation quotidienne c'est quand même vachement sympa. C'est-à-dire que avant de débrancher un contrôleur MIDI, vous le désactivez, vous pouvez débrancher votre contrôleur, le rebrancher et le réactiver logiciellement, il est de nouveau reconnu. D'accord, oui, c'est pratique. Voilà, c'est pas si vous débranchez votre contrôleur, vous êtes obligé de relancer le soft pour qu'il soit à nouveau reconnu. Bon, c'est pas con. Les remote control. Voilà, ça c'est pareil. Alors les remote control, donc ça c'est ce qu'on a vu. C'est ce qui permet de piloter vos logiciels, vos plugs, et puis également vos synthés hardware, je vais y arriver. Ouais. Et de définir complètement les télécommandes finalement de vos plugs et de vos synthés, avec la possibilité de définir des télécommandes distinctes entre les différentes instances d'un plug. Et c'est surtout ça qui est vachement bien. Ouais, ça c'est très bien foutu. Ouais. C'est vrai que ça nécessite un peu de préparation en amont, mais c'est très bien foutu. Alors, qui ne sont pas exempts de défauts, notamment, alors ça j'en parle un peu plus dans le test écrit.
On a notamment l'impossibilité d'affecter plusieurs paramètres à un potard de remote control. D'accord. Donc il faut faire une petite manip d'affecter plusieurs paramètres à un potard d'un modulateur et puis ensuite oui. Bon, enfin vous lirez la description plus détaillée dans le test. Les plugins VST3 qui bug parfois encore, alors qui bug sur ma config, voilà, donc j'imagine aussi sur certaines autres configs, j'ai notamment Zeta 2 de Sonar qui bug. Alors, il faut dire un truc, c'est que pour ceux qui ne savent pas, VST3 est très critiqué par les développeurs. Beaucoup de développeurs d'ailleurs, certains développeurs continuent de développer en VST2 parce que VST3 visiblement est assez casse-couille et n'apporte pas grand-chose. Alors il apporte, côté utilisateur, il y a une meilleure gestion du sidechain, une gestion plus intuitive en tout cas. Enfin en tout cas c'était comme ça que c'est arrivé dans Cubase. Mais c'est vrai que dans les faits ça apporte pas grand chose, donc c'est pas enfin j'allais dire si VST2 marche bien, déjà c'est très bien, hein. Après et puis bon c'est le genre de truc qui à mon avis ils réussissent à améliorer, comme peut-être l'algorithme de time stretch qui n'est pas à la hauteur de celui de live. Alors pareil c'est quelque chose qu'on n'a pas trop vu là dans notre vidéo. Dès que on pousse un petit peu le time stretch, qu'on augmente, on va dire, de 20 à 30 BPM le morceau, on commence à sentir qu'il a du mal à suivre. Même quand on choisit, alors on a deux options, on a une option classique qui bouffe un peu moins de ressources et puis une option un peu plus haute définition. Même dans l'option haute définition, on n'est pas encore à la hauteur du time stretch de live qu'il faut quand même pousser sacrément dans ses retranchements pour qu'il montre ses premières faiblesses. L'algo de time stretch de live à ma connaissance c'est l'algo de l'IRCAM, donc au niveau qualité c'est là, je sais pas si je vous renvoie au test de Sleepless, il y avait justement un logiciel de time stretch sorti par l'IRCAM qui avait été testé sur AudioFanzine qui permet de faire des choses hallucinantes, d'aller sur des étirements très énormes et d'obtenir des choses quand même très absentes de glitch ou trucs comme ça. Donc voilà, leur algo est vraiment d'enfer, mais ça a un prix que n'a pas payé Bitwig parce que ça se licencie ce genre de technologie. C'est ça. Et puis en plus l'algo de live est adaptable. Parce que ça se fait manuellement, selon les contextes, selon que on a des éléments percussifs, faut qu'on est plutôt sur des nappes sonores. Voilà, tout ça c'est des paramétrages qu'on peut faire dans live qu'on ne peut pas faire pour l'instant, en tout cas dans Bitwig. Ok. Pas d'algorithme de transfert de l'audio vers le MIDI, ça c'est vrai que c'est une technologie aussi IRCAM qui a aussi dans live. Qui a aussi dans live, mais on a d'autres softs qui intègrent par exemple Melodyne, voilà. On n'a pas du tout ça. Pareil pour le moment parce que je pense que Bitwig est un soft qui est en constante évolution, mais pour l'instant on l'a pas encore. C'est vrai qu'on attend ça avec impatience, un mode d'emploi un peu chiche sur l'utilisation du plugin. Alors souvent on a 3 lignes sur sur un plugin qui présente quand même genre 7 ou 8 paramètres différents. On aimerait parfois avoir un peu plus d'informations. Oui. C'est vrai. Et bon, c'en est fini pour les mois. Et ça nous donne une note de 4,5 sur 5. Bravo. Et un award, donc comme on l'a dit. Voilà, un award d'innovation. Pour le système de modulation, pour la communication avec le CV, avec le hardware CV, et puis pour le fait d'être parti aussi de maintenant ça fait 3 ans qu'ils sont dessus, mais ils sont partis d'Ableton. C'est une petite équipe qui travaille visiblement beaucoup, donc c'est ce qui m'a donné envie de leur donner une récompense. Le truc, alors moi j'aurais pu rajouter mon petit moins quand même, c'est qu'ils nous annonçaient des features qui sont toujours pas là depuis la deuxième version, hein. Ça a beaucoup râlé dans les forums à cause de ça. De toute façon à la suite du test vous allez pouvoir vous avoiner à coups de poisson pourri dans les forums. Voilà. Mon Ableton est mieux que ton Bitwig, tout ça. C'est ça. Le truc qui est vrai, c'est que il
je pense que c'est une petite équipe, comme on l'a dit, je pense qu'ils ont fait des erreurs de communication. Ils ont annoncé très précocement leur logiciel, qu'il y a eu beaucoup de retard, ils ont annoncé des choses qu'ils ne pouvaient pas faire, ou qui étaient peut-être plus compliquées que ce qu'ils imaginaient, et qu'ils n'ont toujours pas fait, comme le collaboratif. Mais force est de constater, si on fait abstraction du discours de la marque autour du truc, c'est quand on regarde le prix auquel il est vendu et ce que ça fait, c'est quand même très bien. Et c'est surtout très agréable de savoir qu'il y a quelque chose à mettre en face de Live. Parce que Live était un peu tout seul dans son domaine. Et on l'a dit, ils s'endormaient un peu sur leur laurier. Un petit peu. Et là, les deux se tirent la bourre. Et j'ai bien hâte de voir la version de Live 10. Voilà, je pense que ça va remettre une pile à Bitwig. Et les mecs de Bitwig, du coup, ils vont appliquer. Et c'est tant mieux parce que c'est comme ça que ça avance. Il y a des chances pour que ce soit effectivement une tuerie. Bah en tout cas, si c'est pas une tuerie, ça va être inquiétant pour eux. Mon petit doigt m'a dit en tout cas que ça bossait dur chez Live. Mais bon, mon petit doigt m'a dit que ça, donc c'est pas très intéressant. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette émission. N'oubliez pas de vous abonner, de tweeter, de tweaker, de liker, de tweaker, de liker. Enfin voilà, vous avez compris. Voilà, voilà. Partager tout ça. Et puis les pouces bleus, voilà. Et puis bon, on vous dit, peut-être pas Pierre-Antoine, mais moi je vous dis en tout cas à très bientôt pour une autre vidéo. Moi je vous dis à la prochaine. Voilà. Ciao. Salut.